à tous. J'ai une très rude tâche après vraiment ce colloque absolument formidable qui est celle de conclure. Et je comprends que vous soyez un peu fatigués. Il y avait tellement de richesse et d'intelligence. Donc je vais essayer à la fois de rendre hommage à ça et de ne pas être trop longue. Alors, il y a évidemment beaucoup de monde à remercier pour ce colloque, mais je tiens à réserver une mention vraiment spéciale à Anne-Marion. Certes, son introduction... Oui, vous avez raison, elle mérite vraiment cette ovation. Alors, certes, son introduction m'a fait réaliser que si toi, tu es une vieille en devenir, moi, je le suis déjà, et que je ferais mieux de m'intéresser à l'audition des personnes âgées qu'à celle des enfants. Donc, je t'en veux un peu, mais tu as tellement d'imagination, d'originalité pour ouvrir les vrais et profonds débats, et d'intelligence pour les nourrir. Je pense que ce colloque, il a été absolument formidable. Colloque sur l'audition des enfants qui donne enfin la parole à des enfants et des adolescents qui, déjà dans sa forme, était un colloque formidable, mais qui l'a également été au-delà dans la réflexion, et réflexion que tu as nourrie en nous fournissant à quelques jours de ce colloque un petit livre qui a été offert à tout le monde et que je vous recommande vraiment de lire. Alors, on va d'abord aborder quand même le fond de ce colloque qui a été si riche. Je pense qu'on a tous retenu qu'il y avait un vrai consensus sociétal sur la place importante de l'enfant et le fait que l'enfant a des droits. On veut le protéger des discussions familiales, voir par exemple les déclarations de nos clients, nous avocats de droit de la famille, non, je veux vraiment protéger les enfants. On ne veut pas leur laisser une dette, on ne veut pas leur laisser une planète en danger. Et on commence vraiment, je pense, à se préoccuper des violences qu'ils subissent. Je rappelle notamment la loi qu'a réévoquée Laurence Rossignol sur l'éducation sans violence. Alors, au-delà ou derrière ce consensus, je crois qu'on a pu aussi noter que les adultes considèrent que c'est eux qui doivent décider pour les enfants, encore. Et surtout qu'ils savent ce qu'il leur faut à ces enfants. Attends d'être grand, ou tu verras quand tu seras grand. Qu'est-ce que tu en sais? Lorsqu'un enfant répond, on le traite d'insolent. Et même si on a bien évolué depuis le Code civil et la puissance paternelle, on est quand même toujours sur cette notion d'autorité parentale. Et même si cette autorité parentale, elle est un peu plus démocratique, qu'on veut la tempérer par la négociation, qu'on veut qu'elle soit juste, les adultes ont toujours et encore le dernier mot. Et des mouvements inquiétants semblent vouloir faire revivre l'idée de dresser les enfants. Et je crois qu'il faut faire vraiment très attention à la fois à ces idées qui, notamment sur la justice des mineurs, ont failli créer des choses très graves, et puis aussi sur ces évolutions sociétales qu'a évoquées là aussi Laurence Rossignol sur ces lieux no kids, ces endroits où on voudrait écarter les enfants. Alors, je crois effectivement que quand on regarde tout ça, quand Éric Delemare nous appelle à un changement culturel, un homme d'ailleurs parmi beaucoup de femmes, et c'est bien que ce soit lui qui nous appelle à ce changement culturel, il a raison. Je note là aussi que Laurence Rossignol nous a quand même rappelé que le Sénat, où je crois il y a beaucoup d'hommes, le Sénat a continué à refuser qu'il y ait une délégation spécifique aux droits des enfants et la confie à la délégation de droits des femmes. Alors, tout ça passe évidemment par des mots. Je crois qu'on en a parlé. On a parlé du mot droit. Je pense qu'on a parlé aussi du mot besoin. Et je pense que c'est assez important de mettre droit et besoin. On a parlé du droit des enfants, mais aussi du droit à l'enfance. On a parlé de l'intérêt supérieur, mais de l'intérêt meilleur, du meilleur intérêt. Tous ces mots sont des mots importants qui nourrissent la réflexion. Dans ce contexte, je crois que le thème qui a été choisi, bien sûr, d'abord c'est le thème de CLIA, mais c'est surtout que ce thème de l'audition de l'enfant, il est un thème extrêmement intéressant, parce que ce thème, il permet de mesurer à la fois les limites des progrès accomplis et à la fois d'ouvrir les pistes des progrès futurs qu'on pourrait faire. Il permet aussi de s'attaquer vraiment à l'effectivité des droits, puisqu'on se rend compte qu'on est dans une situation où des droits sont déclarés,
reconnus, mais pas véritablement effectifs. Alors, au travers de l'audition de l'enfant, on travaille bien sûr sur la forme de l'audition, la forme qu'elle doit avoir, quand, où, comment, par qui, le soin qu'on doit lui apporter, l'objet qu'elle doit avoir, mais aussi et surtout sur le fond, c'est-à-dire prendre la parole au sérieux, c'est-à-dire prendre en compte la parole des enfants. C'est bien d'écouter, mais les mots doivent être un élément essentiel de la décision. Les mots de l'enfant doivent être un élément essentiel. Et Blandine Malvet a justement rappelé que la loi sur l'audition de l'enfant a déjà 18 ans, donc il serait peut-être intéressant de se repencher sur elle. Et je vous recommande effectivement de consulter les recommandations du Conseil de l'Europe qu'elle a évoquées, qui sont alors elles récentes du 28 mai 2025 sur les parents séparés et l'audition des enfants dans ces situations, et notamment de toujours entendre les enfants, même lorsque les parents sont d'accord sur l'organisation de la vie des enfants. D'ailleurs, ces recommandations ont été construites avec la participation des enfants et je pense que c'est intéressant de lire en complément de ce colloque ces recommandations. Alors, à propos des enfants et des interventions des enfants, sur la première séquence, moi j'ai retenu 3 choses. D'abord, une description sur la description de ce qu'ils ont vécu, il y a des mots qui sont revenus, sombres, lugubres. Alors évidemment, c'est les lieux qui sont comme ça, mais pas seulement. Le mot sombre et le mot lugubre, il est aussi porteur d'une réalité ressentie, d'une émotion. Et évidemment, ils ont tous considéré que c'était quand même un très mauvais souvenir. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est qu'il y avait très peu d'informations qui leur avaient été communiquées. Et dans l'ensemble, on retrouve un peu le manque d'informations évoqué par Éric Delmar dès le départ de son intervention. Et puis j'ai noté également une décision incomprise. Il y a notamment une enfant qui dit « mais moi je pensais que mon père allait être condamné très lourdement » et finalement je me suis rendu compte qu'évidemment on entend les enfants, la décision est rendue et personne n'est là pour expliquer à ses enfants pourquoi telle décision a été rendue. Alors, ensuite, on a eu cette table ronde assez formidable, enfin, toutes elles étaient passionnantes, et je remercie qu'on m'ait demandé de faire le rapport conclusif, parce que ça a permis de tout écouter avec attention, sur l'audition de l'enfant, avec ou sans juge. Alors, d'abord, il faut quand même rappeler, moi, parce que j'ai vu ce chiffre qui m'a quand même effarée, il y a 4 millions d'enfants qui vivent dans des familles dont les parents sont séparés. 4 millions de personnes donc, concernées par cette situation. Et donc, c'est véritablement un sujet qui doit être pris en considération de manière très, très, très importante. Quand notre juge notre juge d'ailleurs, qui est un juge vraiment très intéressé par les problèmes des enfants, qui est un vrai juge aux affaires familiales, comme on en rêve, c'est-à-dire spécialisé. Ça fait 15 ans qu'elle est juge aux affaires familiales. Pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est que finalement, l'audition des enfants, ça permet d'éloigner un peu la justice de cette tentation du contentieux de masse. Parce qu'en fait, la justice familiale, c'est quand même une tentation du contentieux de masse, alors qu'on a évidemment besoin du sur-mesure. Et que quelque part, en introduisant l'enfant par son audition dans la décision du juge, on singularise encore plus la situation de la famille. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, en ça, c'est intéressant. Je pense aussi que l'audition de l'enfant, quoi qu'il arrive, elle améliore les décisions, et c'est un peu le témoignage de ce juge. Et puis, du coup, je me demande si on ne devrait pas renverser le principe, c'est-à-dire qu'au lieu de dire que l'enfant doit être entendu lorsqu'il le demande, on ne dise pas que le principe, c'est que l'enfant soit entendu, mais qu'en revanche, s'il ne le souhaite pas, évidemment, on ne l'y forcera pas. Alors ensuite, j'ai été intéressée par l'annonce de la création de la commission interdisciplinaire au tribunal judiciaire de Paris pour essayer de construire un manque, de construire une information destinée à combler le manque d'information des parents et des enfants sur l'audition. Donc effectivement, commission interdisciplinaire, c'est intéressant.
Ensuite, j'ai beaucoup aimé, évidemment, le dialogue entre les avocats d'enfants et les auditeurs d'enfants. Je pense qu'on a bien compris que les deux étaient importants, qu'il n'y avait aucune concurrence, mais au contraire une complémentarité extrêmement importante. Et je crois vraiment que là, on a bien mesuré l'utilité des deux. Je dois saluer aussi, comme ça a été fait, la proposition de loi qui envisage l'obligation d'un avocat d'enfant dans le cadre de l'assistance éducative. Et je pense on ne peut que souhaiter que cette proposition soit adoptée parce que c'est véritablement quelque chose d'extrêmement important. Et j'en dirai un mot quand on parlera du Luxembourg parce que ça nous a tous beaucoup interpellés, cet exemple luxembourgeois. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne question aussi de l'avocat, à laquelle d'ailleurs il n'a pas répondu, mais moi non plus. C'est quoi conseiller un enfant ? C'est quoi la position de conseil de l'enfant lorsqu'on est avocat d'enfant ? Et effectivement, c'est une des bonnes questions. Je crois qu'ils sont évidemment tous les deux d'accord, auditeurs et avocats, sur le fait que les professionnels doivent être formés. On ne peut pas exercer ces métiers sans avoir une formation et sans que des conditions matérielles également soient réunies, tant pour le rendez-vous de l'avocat que pour l'audition. Alors, on n'a pas posé à ce moment-là la question de l'enfant parti au procès. Et finalement, moi, je me l'étais posée, cette question, donc j'étais un petit peu déçue que ça ne soit pas évoqué par l'avocat et l'auditeur. Et finalement, on a eu cette question qui a été posée par Mme Barthélémy et qui nous a quand même fait montrer tous les avantages que pourrait avoir la situation d'un enfant parti. Donc là, il y a un gros travail peut-être à faire, là aussi, de mentalité. Moi, je note aussi quand même cette avancée des conventions qui ont été passées avec 3 tribunaux, des conventions entre les auditeurs d'enfants et ces tribunaux judiciaires pour des désignations d'auditeurs judiciaires avec, bien sûr, rappelez toujours cette idée de la neutralité et évidemment la charte éthique, puisqu'on est toujours sur ces notions de déontologie et d'éthique et qu'avec les enfants, c'est encore plus important. Et puis, évidemment, on est arrivé sur l'auditeur amiable avec Lorraine, cette extraordinaire Lorraine qui a ce sens absolument incroyable de la médiation. Déjà, elle parle tellement doucement, elle parle toujours sans aucune agressivité. C'est tellement agréable de l'entendre. Et je pense qu'elle a été contente aussi d'entendre un juge dire qu'il faut penser l'audition avant le juge. Et donc qu'il y avait aussi un encouragement, mais ça ne nous étonne pas tant que ça, de la justice à cette audition amiable, puisque finalement, ça peut aussi alléger la justice. Alors, c'est encore plus vrai, cette audition amiable et ce besoin dans les divorces par consentement mutuel, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une situation absolument aberrante, je la rappelle parce que tout le monde la connaît, mais elle est tellement hallucinante, c'est-à-dire qu'on est obligé de judiciariser un divorce par consentement mutuel si on veut faire entendre un enfant. Donc, évidemment qu'on doit travailler là-dessus pour que cette audition amiable puisse être la solution. Et c'est le cœur donc de l'engagement de CLIA que de développer cette audition amiable, parce que finalement, c'est pas seulement un engagement pour l'auditeur, c'est pas seulement un engagement pour l'audition, c'est un engagement tout simplement pour l'écoute des enfants. Moi, j'ai bien aimé aussi ce qu'a évoqué Lorraine quand elle a parlé de l'analyse des pratiques et qu'elle a parlé également des problématiques de financement. Parce que comme pour l'avocat d'enfant, pourquoi l'avocat d'enfant n'est pas obligatoire ? Parce que ça coûterait de l'argent à l'aide juridictionnelle. Eh bien, évidemment, si on doit financer les auditeurs d'enfants, c'est un peu compliqué. La médiation, c'était très intéressant aussi d'imaginer qu'on puisse avoir des médiations qui soient un peu en amont des crises ou au moment d'une crise qui démarre, notamment pour la réconciliation enfants-parents. Je pense que c'est intéressant. Alors, évidemment, après, on est arrivé à ces moments absolument formidables, des propositions d'enfants de 10 ans, de 15 ans. Bravo. Moi, je retiens au travers de certaines anecdotes qu'ils ont surtout parfaitement identifié les valeurs auxquelles nous tenons, c'est-à-dire les valeurs qui sont les piliers de notre société. Moi, j'ai noté en matière de famille l'égalité, le dialogue, l'écoute, la vérité. La vérité, c'était très intéressant, ça, quand ils ont dit que c'était important qu'on leur dise la vérité. Et je trouve d'ailleurs que ce qui est ressorti, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue dans les familles. En réalité, on se rend compte qu'aujourd'hui, notre société ne construit pas beaucoup de dialogue dans les familles.
À l'école, le respect, lutte contre la discrimination, exprimer les émotions, la confiance, l'entraide, l'écoute et comprendre avant de punir, donc la justice. Enfin, c'est absolument extraordinaire et ils demandent aussi qu'on leur donne des responsabilités. Moi, j'ai retenu enfin que la parole de l'enfant, ce n'est pas une menace, c'est une ressource. Je les ai trouvées absolument formidables. Alors, j'ai raté les 2 premières séances de théâtre et je le regrette, mais je pense que c'était formidable. Et puis, en plus, c'était un moment de détente parce que c'était quand même dense tout ça et émouvant. Et ce que je trouve simplement, pour ce que moi j'en ai vu, c'est que on a voulu faire une caricature, mais hélas, ça n'en est pas une. C'est-à-dire que c'est à peu près exactement ce qui se passe dans beaucoup de situations, mais l'avoir incarné, ça change tout et ça fait vraiment très peur et ça nous fait mesurer tout le chemin à parcourir. Donc ça confirme bien toutes les approches du matin. Alors ensuite, l'écoute des enfants à l'école, c'était encore un sujet absolument passionnant. Et puis alors, je dois saluer quand même la qualité exceptionnelle des intervenants du début jusqu'à la fin. Ils ont été choisis avec un soin formidable. Et là, moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. On voit bien combien dans la question, par exemple, du harcèlement, il y a quand même des solutions dès qu'on prend les choses très en amont, dès qu'on suit, dès qu'on écoute, Alors moi, j'ai trouvé que cette expérience de la procédure sur les problématiques du harcèlement, j'ai trouvé que c'était très intéressant, cette méthode de préoccupation partagée. J'ai noté quand même dans tout ça un travail d'équipe. C'est-à-dire, moi je crois aussi beaucoup dans toutes ces questions à l'interdisciplinarité et donc ça c'est très important de travailler ensemble. À la formation évidemment, c'était formidable aussi ce que vous avez dit, que tout le monde devait être formé, même ceux qui ne voulaient pas en faire. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc j'ai trouvé ça vraiment formidable. Alors j'ai trouvé aussi très intéressant ce moment un petit peu chaud dans cette table ronde sur le rapport entre les droits et les devoirs. Je vous dis très sincèrement qu'en ce qui me concerne personnellement, j'ai adoré quand la journaliste a dit « mais il n'y a pas de correspondance. Il y a d'un côté les droits et il n'y a pas de conditions de devoir pour bénéficier des droits. Et puis il y a des devoirs. Mais les 2 choses sont différentes. » J'ai trouvé en tout cas cette discussion un petit peu philosophique très intéressante. Ensuite, j'ai adoré aussi la construction du règlement intérieur avec les élèves. Je travaille actuellement dans d'autres enceintes sur des problématiques, par exemple, de contrat de collaboration chez les avocats. Et ce qu'on s'est dit, finalement, c'est qu'on ne travaille jamais assez le contrat. Le contrat, finalement, c'est la première chose sur laquelle on peut échanger les attentes respectives des uns et des autres. Donc, je trouve que c'était absolument passionnant de construire un règlement intérieur avec les élèves. J'ai noté d'ailleurs aussi, alors là avec un peu de tristesse, mais ça ne m'étonne pas tant que ça, qu'il n'y a pas de formation pédagogique et psychologique dans la formation des enseignants. On imagine bien combien ça peut leur manquer. Alors, j'ai enfin, sur cette table ronde, trouvé évidemment intéressant les interventions de Louise Touret, la journaliste. Mais là, ce que j'ai retenu de plus important, c'est qu'elle dit « si on écoute et qu'on n'agit pas derrière, c'est pire que de ne pas écouter ». Et ça, je pense que c'est très vrai. Il faut vraiment l'avoir tout à fait en tête. Et il y a une deuxième chose qu'elle a dite qui était intéressante aussi, c'est que si on ne respecte pas les adultes ne respectent pas les enfants. Et ce n'est pas tout à fait faux dans l'école que la situation de l'éducation, comme la situation d'ailleurs de la justice, fait que finalement le respect ne peut plus intervenir parce que les gens n'ont plus le temps, les moyens, ni l'envie à la fin. Et donc c'est des choses qui nous interpellent sur l'état de notre société et je pense que c'était important aussi de les rappeler dans cette conclusion. Alors, sur la protection de l'enfance, bon, enfin, tout le monde sait que c'est quand même une vraie catastrophe, que la situation actuelle est absolument désastreuse. Mais j'ai trouvé, malgré tout ça, très intéressant, évidemment, les propositions de Muriel Cyr sur le déroulé. Là, on était vraiment dans le cœur du sujet professionnel, stricto sensu. Et je pense que c'était bien aussi de mélanger toutes ces discussions un peu intellectuelles avec des discussions plus concrètes. Et évidemment, sur toujours cette fameuse neutralité, je trouve que c'est très intéressant. J'ai trouvé aussi que c'était très intéressant l'analyse des types de questions quand elle nous dit que, par exemple, ce type de questions, je crois que c'était les « est-ce que », ces types de questions donnent à peu près 40% d'erreurs.
Donc évidemment, ça guide quand même le choix des questions qu'on pose si on est à peu près sûr que 40% des réponses seront fausses ou inexactes ou inutiles. J'ai noté sur tous ces moments-là la question de savoir, et j'avoue que personnellement, je n'ai pas d'opinion et je ne m'en suis pas faite à l'issue des discussions, la question quand même intéressante qu'il faut se poser sur l'enregistrement de l'audition, l'enregistrement au lieu de prendre des notes. Et je ne sais pas, je pense que c'est très, très compliqué de savoir ce qu'il faut faire sur ça, mais je pense qu'il faut le dire. Alors, la carte mentale, elle était effectivement effrayante. Je me souviens très bien le jour où Emmanuel nous l'a sortie dans une réunion de travail. Waouh, on s'est dit, mais ce pauvre enfant qui va devoir parler à tous ces gens, déjà, il est en situation difficile. Donc, c'est vrai que l'idée de l'interlocuteur unique, qui a été à plusieurs reprises évoquée, est quand même une question qu'on peut se poser. Je crois qu'on est aussi... Alors, on a eu ce moment très important sur l'assistance éducative où on a discuté sur le fait que l'enfant est parti dans l'assistance éducative. En fait, il n'est pas tant que ça, finalement, dans notre pays. Et il l'est quand même. Alors, ne devrait-il pas l'être aussi chez les juges aux affaires familiales ? Je crois aussi sur ce point qu'il y a eu beaucoup de questionnements sur le discernement et qui était assez intéressante. Et enfin, la remarque de M. Guebler qui dit que quelquefois, dans l'intérêt de l'enfant, on finit par le priver de certains droits, et notamment de participer à l'audience. La participation des enfants à l'audience, c'était aussi un des sujets que je trouve qui a été très bien traité. Alors, j'arrive évidemment à l'intervention quand même assez sidérante de notre avocate luxembourgeoise. Quand je dis sidérante, en fait, elle est sidérante et surprenante par l'ampleur des différences avec nous et la place de l'avocat d'enfant totalement différente. Et on voit là, tout de même, qu'en donnant ces outils-là à l'avocat d'enfant, eh bien, on doit arriver à une meilleure solution. Moi, j'ai trouvé incroyable l'idée que l'avocat soit le même avocat tout au long de l'enfance. Et on a entendu M. Guebler qui a approuvé ça, et j'ai trouvé aussi passionnant quand il a dit « les juges changent, les éducateurs changent, mais les avocats peuvent rester ». Alors, évidemment, c'est quand même un point extrêmement important. La capacité d'aller réunir les éléments autour de l'enfant, ça c'est quand même quelque chose, c'est peut-être très anglo-saxon, cette idée que l'avocat peut aller rechercher les preuves, les éléments, etc. Mais en ce qui concerne l'enfant, qui lui-même n'est pas en capacité de faire ces démarches, je pense que ça a un vrai sens. Donc moi, je me dis que CLIA pourrait, et le CNB pourraient travailler quand même sur ces projets de rapprochement, parce qu'évidemment, tout n'est pas parfait, on l'a bien compris à la fin, mais il y a vraiment des choses à retenir de cette chose. Et je pense qu'en tout cas, ce qui ressort très, très clairement de tout cela, c'est la sensibilisation à l'école qu'elle nous a évoquée aussi pour que les enfants se rendent compte qu'ils peuvent avoir cet avocat, la formation de ces avocats qui n'est pas complètement idéale, hein, je pense. Donc ça, c'est un point noir, donc qu'il faut, je pense, garder en tête. En tout cas, c'est incontestablement une perspective intéressante. Alors la dernière table ronde, elle était évidemment passionnante et en plus avec des interlocuteurs qui sentaient qu'ils étaient en fin de régime, donc qui ont vraiment tenu leurs 10 minutes avec une précision absolument formidable, je trouve. Et là, j'ai trouvé très intéressant cette distinction entre le droit de la protection de l'enfant et le droit participataire. Enfin, le mot n'était pas si simple pour moi. L'enchaînement, article 2, article 12, article 13 de la CIDE, je trouve ça formidable. L'opinion politique de l'enfant affirmée dans l'article 2, le droit à l'expression dans l'article 12, et pour tout ce qui concerne, et dans l'article 13, la liberté d'expression et surtout la forme, la liberté non seulement d'exprimer, mais la forme que cette expression peut avoir. Et donc, je trouve qu'effectivement, la question posée par ce tract Gallimard sur le droit de vote à la naissance, comme toutes les grandes questions aussi caricaturales, permettent de poser les vrais problèmes autour de ce sujet. Alors,
ce qui est très intéressant aussi, c'est tout ce cheminement qui s'est produit sur le droit à l'environnement avec le Comité des droits de l'enfant. Les enfants ont fait une démarche irrecevable, mais ils l'ont fait. Et finalement, au bout de quelques années, ça aboutit avec cette idée que, évidemment, le droit à l'environnement, une observation générale, le droit à l'environnement concerne les enfants. Et donc, il faut faire participer les enfants à toutes les questions de cette nature. J'ai été aussi assez rassurée par la dernière intervention sur toutes les initiatives qu'il y a en France. Alors, ça m'a fait penser à cette fédération des trucs qui marchent, qui vient de faire beaucoup de publicité. C'est la fédération des trucs qui marchent. C'est une fédération qui réunit toutes les initiatives locales dans les communes et qui les réunit, qui les expose. Il y a des petites fiches, etc., pour que ces initiatives qui marchent puissent être déclinées. Et là, j'ai l'impression qu'il faudrait une fédération des trucs qui marchent en matière de participation des enfants, parce que je crois qu'il y a des choses quand même très, très intéressantes. Et effectivement, on a parlé du CESE qui a écouté les enfants, et moi j'ai vu ce que les enfants ont dit, c'est absolument formidable, très, très intéressant, sur les temps de l'enfant. Ils sont d'une pertinence incroyable, ils ne sont pas juste dans leur propre intérêt, ils regardent quand même à l'intérêt collectif, et on se demande d'ailleurs pourquoi la Convention sur l'environnement n'a pas intégré quelques enfants. Donc, je trouve que c'est bien dans les écoles, les conseils de quartier, conseils municipaux. Moi, je suis conseillère municipale dans un petit village de 900 habitants. Nous sommes en train d'envisager de faire un conseil municipal des enfants. Et puis, évidemment, ce haut conseil à la famille, aux enfants et à l'âge, qui a été créé à l'époque par Laurence Rossignol et qui fonctionne très, très, très bien sur notamment l'enfance. Et je crois que c'était intéressant, les 3 mots utilisés par notre dernier interlocuteur, autonomie, socialisation, émancipation. Et en même temps, le risque d'instrumentalisation, mais qui finalement est un risque qui concerne à peu près tous les citoyens. Alors, j'en suis à ma dernière page, écouter et prendre en compte la parole de l'enfant sera bénéfique pour toute la société. Ça, c'est quelque chose que j'ai voulu écrire avant tout ce colloque, parce que je le ressens vraiment comme ça. Je pense que si on veut apaiser les tensions, si on veut rechercher la nuance au lieu de la radicalité, il faut écouter et prendre en compte la parole. La parole des enfants, mais la parole d'ailleurs des citoyens aussi. Et d'ailleurs, les citoyens, quand vous les entendez aujourd'hui parler des partis politiques, etc., ils vous disent « on ne prend pas en compte notre parole ». Donc ils disent exactement la même chose que ce que nous disons des enfants. Alors peut-être, pour changer tout ça, faut-il commencer par les enfants. Je vous remercie. Eh bien, c'était absolument fantastique. C'était quand même joyeux, en même temps passionnant, et c'est vrai que ça donne plein d'espoir. Je trouve que pour vraiment l'égalité, l'inclusivité, comme on dit, mais surtout l'esprit de l'enfance, moi je vous invite vraiment à garder ça et à faire les andouilles 5 minutes par jour. Je vous souhaite une bonne soirée.